Bonjour, Monsieur Stéphane Poufari. Oui, alors, bonjour. Vous êtes chef de la mission d'appui au sein du consortium Sofreco Énergie 2050, FG Anderk, pour accompagner le Togo dans le cadre de l'élaboration des conventions prévues déterminées nationales. Vous êtes là aujourd'hui pour parler avec nous des changements climatiques. Dites-nous ce qu'on peut entendre par les changements climatiques. Alors, les changements climatiques, il faut distinguer les changements climatiques d'origine naturelle et les changements climatiques d'origine humaine. C'est évidemment ces derniers qui posent un problème aujourd'hui, puisque nos modes de consommation et de production, la manière dont on a utilisé les énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre d'origine des activités humaines sont à l'origine d'un dérèglement qui devient suffisamment inquiétant pour commencer à poser des questions sur la survie même de l'humanité, puisque nous sommes sur des trajectoires extrêmement importantes et que les conséquences commencent à être visibles, et particulièrement dans les pays vulnérables, comme le Togo, puisque nous sommes au Togo aujourd'hui, que ce soit sur des questions d'érosion côtière, de salinité des terres, de changement des modes de production et de la productivité agricole, au niveau de la sécurité alimentaire, des enjeux sur l'énergie. Donc le changement climatique, c'est ce gros bouleversement causé par les activités humaines. Justement, parmi les causes des changements climatiques, vous avez parlé des gaz à effet de serre. Dites-nous ce que c'est. Alors, si vous voulez, le changement climatique d'origine humaine vient de les émissions dans l'atmosphère de plusieurs gaz dits à effet de serre. Et en l'occurrence, en général, on utilise le CO2 comme indicateur, mais bien sûr, il y a aussi le méthane, par exemple, qui vient de la production agricole et de l'élevage, qui vient de l'usage des terres. Vous avez aussi des gaz qui viennent de l'activité industrielle. Et d'une manière générale, c'est tout ce qui va être lié à l'utilisation de l'énergie fossile pour la production énergétique. Donc ça peut être par exemple le charbon, le pétrole, le fioul, toutes les matières dites fossiles qui émettent évidemment des gaz à effet de serre lors de leur combustion. Peut-on réellement lutter contre les changements climatiques lorsqu'on sait que nous sommes confrontés à un développement vertigineux des technologies? Alors, très clairement, la réponse est oui. Deuxièmement, la réponse serait oui, d'un point de vue idéologique, j'ai presque envie de dire, et puis d'un point de vue éthique, et puis d'un point de vue aussi tout bêtement survie de l'humanité. Donc bien sûr, il y a ce que l'on appelle des bouquets de solutions. On parlait tout à l'heure de l'énergie, bien sûr, il y a les énergies dites alternatives, les énergies renouvelables, mais il y a aussi encore bien mieux la sobriété énergétique. Il y a d'une manière générale se réapproprier des modes de consommation et de production durables, et cela peut toucher le bâtiment, la manière dont on construit les bâtiments et les utilise, la manière dont on produit des biens économiques, la manière dont on se déplace, la manière dont on organise nos territoires, nos villes. Donc d'une manière générale, oui, on peut lutter. Et deuxièmement, oui, on doit lutter parce que, comme je l'ai expliqué, on est sur des trajectoires qui sont particulièrement inquiétantes et qui questionnent même l'évolution même de la possibilité de vivre sur Terre, puisqu'on parle de protocoles, de phénomènes potentiellement cataclysmiques et irréversibles. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, issue du sommet tenu en tête de Rio de Janeiro en 1992, a-t-elle présenté des limites? Alors, si vous voulez, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, effectivement, est un des grands délivrables du sommet de la Terre de Rio. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et qui montre que la communauté scientifique et la communauté politique au niveau international s'est emparée quand même de manière très significative, très tôt, de cette problématique. Alors, elle a débouché, entre autres, sur le célèbre protocole de Kyoto, qui couvrait la période 2008-2012. Et sur cette période, il y avait un objectif dit de responsabilité partagée et différenciée, qui veut dire que les pays qui avaient beaucoup émis des émissions de gaz à effet de serre devaient s'engager sur une réduction significative, progressive et inscrite dans le temps de leurs émissions, et les pays qui n'étaient pas à responsabilité historique et qui se trouvaient être souvent les pays en développement, voire les pays dits les moins avancés, nous sommes au Togo, nous sommes dans cette situation-là, ces pays bien sûr n'ayant pas une responsabilité avaient le droit de ne pas avoir, j'ai envie de dire, de contraintes, mais devaient être accompagnés pour se développer sur une trajectoire sobre en carbone. Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'aujourd'hui on a tenu ces engagements, toutes ces grandes rencontres internationales? Non. Très clairement non. Aujourd'hui, on est confronté à un défi assez significatif puisque l'accord dit de Paris, qui va être négocié à la fin de l'année, doit permettre d'avoir un nouvel accord international sur la période 2020-2030. Donc il faut que l'ambition soit au rendez-vous, l'ambition en termes de réduction, l'ambition en termes de solidarité, de financement, d'accompagnement de nos amis des pays en développement et des pays les moins avancés. Mais aussi, j'ai envie de dire, il faut qu'on anticipe la période 2015-2020, puisque là, on doit rester sur une fenêtre, une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre qui nous permettent de rester sous une fenêtre dite de 2 degrés. Donc vous voyez bien qu'on est dans une espèce d'agenda politique très contraint, puisque force est de constater que nous n'avons pas respecté nos précédents engagements, que nous émettons de plus en plus de gaz à effet de serre avec de tristes records annuels.
d'augmentation de la température moyenne, d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et en plus les pays les plus vulnérables qui continuent à être de plus en plus, j'ai envie de dire, à subir les conséquences des changements climatiques. Donc vous voyez bien que l'échiquier politique, l'échiquier scientifique et même l'échiquier, j'ai envie de dire, citoyen sont au rendez-vous, et aujourd'hui nous n'avons plus d'autre choix que de transformer ces contraintes en une succession de, j'ai envie de dire, de réussites, d'opportunités, parce que comme je l'ai expliqué, les défis sont quand même assez importants et on peut plus se permettre ne serait-ce que d'envisager un doute ou un échec. Quels sont les enjeux et défis du 21e sommet sur les changements climatiques COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 prochain? Alors, j'ai envie de répondre d'une question volontairement un peu provocante et décalée. Il s'agit ni plus ni moins que de reconsidérer notre rapport à l'autre. Alors vous allez me dire, tiens, pourquoi il nous parle de ça dans le cadre du changement climatique? Ben oui, parce qu'on a bien compris que les modes de développement et de consommation des uns ont des impacts chez les autres. Le monde est un grand échiquier, 196 nations parties qui sont en train de négocier un accord. Et évidemment, il y a des pays qui continuent à émettre, je l'ai dit, on est dans des records. Il y a des nouveaux entrants, les pays dits en transition qui commencent à être aussi des émetteurs significatifs. Mais de quoi parle-t-on? D'un total par pays, ou on parle d'un total par habitant ou autre? Il y a la répartition de ces émissions. Et puis au milieu de tout ça, il y a aussi les pays vulnérables, dont l'Afrique, qui va être un des principaux, j'ai envie de dire, une des principales victimes de ces changements climatiques. Donc les enjeux sont ni plus ni moins que de réécrire une nouvelle page de notre histoire collective qui se doit d'être solidaire, sobre en carbone et basée sur un principe de bon père de famille. Et je vais vous donner juste un exemple. La science qui nous alerte nous a expliqué aujourd'hui que nous avons de plus en plus trouvé des énergies fossiles. Nous craignions il y a quelques années une espèce de rareté qui faisait qu'on pensait qu'on était sur un pic pétrole, un pic gaz, un pic carbone. Mais aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'énergies fossiles. Il y a des terres qui se dégèlent, il y a de plus en plus de ressources explorées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous explique que si nous ne laissons pas les 2/3 des stocks d'énergie fossile disponibles à la date d'aujourd'hui, on est dans un scénario catastrophe climatique. Donc la sagesse scientifique va devoir nous expliquer, nous faire mettre en œuvre des politiques pour garder les 2/3 des ressources peu chères disponibles sous terre. Deuxièmement, il y a ce principe de solidarité. Nous devons infléchir la trajectoire de nos émissions. Mais on doit le faire dans un cadre, j'ai envie de dire, concerté, pour que les pays les plus vulnérables, dont le Togo fait partie, bien évidemment, ne soient pas encore plus victimes demain de cette inertie collective. Et enfin, il y a aussi une obligation dans le cadre de l'accord de Paris, c'est que les financements promis pour l'adaptation, pour accompagner aussi la réduction des gaz à effet de serre des pays dits en développement, bien évidemment, soient au rendez-vous. Je rappelle que les pays industrialisés se sont engagés à mettre 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 et d'une manière annuelle pour lutter contre les changements climatiques à l'attention des pays en développement et que 50% de ces fonds sont censés être pour l'adaptation. Aujourd'hui, en 2015, bientôt début 2016, les financements ne sont pas au rendez-vous puisqu'on est, on va dire, à peu près à 10 milliards de dollars, dont à peu près 6 milliards sont véritablement sur la table. Tout ça pour dire qu'on a aussi un besoin de conforter, pas simplement un engagement politique, mais aussi les modalités d'accompagnement et de mise en œuvre. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un grand échiquier, et c'est pour ça que je pense qu'on est plus dans une phase de réécriture collective de notre vision d'un avenir partagé que simplement sur un accord climatique qui va se décliner par des décisions, voire peut-être par des financements additionnels. Non, on est véritablement en train d'être obligé, alors j'espère qu'on le fera, j'ai envie de dire, dans la bonne humeur et avec un objectif réellement partagé de solidarité. Mais bien évidemment, c'est un instant crucial de l'humanité et Paris est quand même une étape importante dans cette phase de réécriture de notre avenir collectif. Dites-nous, dans les contributions prévues et déterminées au niveau national, quels sont les domaines où les pays africains en général doivent agir pour la lutte contre les changements climatiques? C'est une question très importante. Alors, comme vous le savez, j'ai eu la chance d'être chef de la mission d'appui pour l'élaboration du CPDN, de la contribution nationale du Togo, et qui a été validé d'ailleurs sous le patronage du président de la République et par le ministre de l'Environnement, qui a été validé. Donc ça, c'est un instant important. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce type de document? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de document, qui est une contribution, je le rappelle, à l'accord de Paris, puisque tous les États signataires sont obligés, ont pris l'engagement de la donner, mais toujours dans ce principe de responsabilité partagée mais différenciée. Ce qui veut dire qu'un pays qui n'est pas responsable n'est pas là pour diminuer les émissions mondiales, il peut y contribuer, mais il a quand même un impératif qui est le développement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre du Togo. On a pris un angle volontairement d'entrée qui est l'adaptation.
L'adaptation et les enjeux de développement. Je rappelle, le Togo est un pays parmi malheureusement les moins avancés et donc on ne peut pas imaginer qu'il doit prendre en charge le patrimoine négatif de l'humanité par rapport à la question climatique. Donc on a pris volontairement la contrainte en termes d'adaptation parce qu'il y a des besoins sur l'eau, sur l'agriculture, sur la foresterie, sur l'énergie, sur la ressource, sur le trait côtier, sur les villes, l'habitat. Donc tout ça, on a regardé quels allaient être les défis de demain et d'aujourd'hui par rapport à la contrainte climatique d'aujourd'hui et celle de demain. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, voilà comment on peut ensuite construire, sur la base de ce que fait déjà le Togo et de ce qu'il fera demain, qu'est-ce qu'on peut construire comme trajectoire de développement qui soit sobre en carbone. Donc vous voyez, ce point d'entrée nous a permis d'aller de l'adaptation sur l'atténuation. Et là, on a réussi, alors évidemment avec toutes les forces vives du pays, que c'est un travail collaboratif et inclusif, on a juste été des contributeurs et des chefs d'orchestre sous couvert du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce qu'on a pu obtenir? C'est que si le Togo met en œuvre ce qu'il a déjà prévu de mettre en œuvre pour ses propres impératifs nationaux, le Togo pourrait avoir en 2030, par rapport à un scénario sans mesure, une réduction de 11% des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Si maintenant on va sur un scénario beaucoup plus ambitieux, basé sur de l'aide aussi internationale, du financement, du transfert de technologie, du renforcement de capacité, si on arrive sur un scénario qui touche tous les secteurs de la production énergétique, de l'agriculture, de la foresterie, donc l'utilisation des terres, de l'industrie, des villes, du bâtiment, si on prend tous ces secteurs-là avec des mesures très concrètes et opérationnelles, le Togo demain pourrait diminuer ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à aujourd'hui jusqu'en 2030 de 31%. Donc oui, c'est quand même significatif, mais on resterait dans une contribution très marginale. Je rappelle qu'aujourd'hui le Togo, c'est entre 0,3 et 0,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc vous voyez bien que l'enjeu du Togo n'est pas de contribuer à changer le monde sur les émissions, mais de faire en sorte que son développement soit sobre, bien sûr sous réserve d'avoir un accompagnement, et deuxièmement, de faire en sorte surtout qu'il réponde aux impératifs de développement du pays. Vous avez passé un moment au Togo. Avez-vous remarqué des efforts pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique? Oui, il y a des actions, bien sûr. Il y a des actions, il y a un cadre stratégique, il y a un cadre politique, il y a des actions, il y a une compréhension de l'adaptation, il y a des programmes de coopération qui existent. J'ai envie de dire aujourd'hui, dans le cadre du CPDN, il y a quand même une nouveauté. C'est que tout le monde va devoir travailler à rendre globalement la politique nationale climato-compatible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus travailler par secteur, parce que c'est aussi un engagement, on va travailler selon une approche systémique. Et ça répond véritablement à notre vision. C'est-à-dire, l'énergie, par exemple, on doit aussi considérer l'effacement de la demande. On doit considérer aussi, demain, la demande qui va évoluer. Je prends un exemple, vous construisez mal un bâtiment aujourd'hui, ce n'est pas simplement une fatalité énergétique d'aujourd'hui, avec un besoin en rafraîchissement, mais demain, dans une contrainte climatique plus importante, vous créez de la vulnérabilité aux usagers, puisqu'ils vont payer une facture énergétique plus chère, mais deuxièmement, vous créez une vulnérabilité aussi pour le pays. Parce que pendant qu'on produit de l'énergie pour un service énergétique qui n'a pas de sens, alors que le bâtiment aurait pu être économe, vous ne produisez pas l'énergie pour générer une activité économique durable. Donc vous voyez bien qu'on est véritablement désormais en train de regarder les coûts-bénéfices et on veut surtout décloisonner. Il ne doit plus y avoir d'approche sectorielle, les approches doivent être transversales et bien sûr doivent se faire de manière coordonnée. Monsieur Poufari, nous sommes à la fin de notre entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, j'ai envie de dire, je crois qu'il est important, alors que ce soit la société civile dont je fais partie, et comme je vous l'ai dit, on est déjà dans une 50aine de pays, donc on a cette pluralité, cette vision contrastée de la réalité de nos partenaires et amis. C'est très clairement, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau local et ou international, je pense qu'il serait bien qu'on arrête de faire simplement du plaidoyer. Et nous, à l'association, et ce qu'on fait ici aussi dans le cadre du CPDN ou avec nos partenaires, c'est justement, on est dans une stratégie de montrer les évidences et surtout les possibles, avec un S. Ça veut dire quoi? Il y a un savoir-faire, il y a de l'innovation. Il y a une volonté, il y a une capacité à créer et adapter sur chaque contexte particulier un bouquet de solutions. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on doit témoigner de cette réalité pour montrer qu'on n'est pas confronté à une fatalité, mais que ces possibles sont porteurs d'une transition positive. Et ça, véritablement, je crois que ce discours, il est à la fois non pas culpabilisant, mais il est réaliste. Il est porteur de possibles, mais aussi va nous imposer une exigence qui est de faire ce que nous disons, mettre en œuvre ce que nous avons compris, et aussi partager notre innovation et tout ce bouquet, ce que nous on appelle des pépites. C'est tous ces petits trésors qui, bout à bout, permettent d'avoir des solutions pertinentes, inscrites dans la durée et toujours porteuses de solidarité.